Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les infections par le virus respiratoire syncytial bovin. Cet exposé sera divisé en plusieurs parties. Une première partie consacrée à l'épidémiologie, une partie consacrée au diagnostic, une partie consacrée au virus et à un certain nombre d'impacts ou de conséquences sur la pathogenèse chez les bovins. D'un point de vue épidémiologique, la séroprévalence dépend beaucoup de la densité des bovins dans une région donnée, donc la densité des élevages bovins, et donc est très étroitement dépendante de la zone géographique. Ainsi, en Suède, il a été observé que dans des zones à forte densité de troupeaux bovins, eh bien, la prévalence intra-troupeau était de l'ordre de 100%, alors qu'elle était beaucoup plus réduite, de l'ordre de 40%, dans des zones géographiques où les troupeaux étaient beaucoup plus distants les uns des autres. Par ailleurs, cette séroprévalence dépend aussi du système d'élevage, que l'on soit en naisseur, allaitant ou laitier, et l'on a pu observer, notamment en Amérique du Nord, une incidence très élevée de séroconversion suite à la mise en lot, donc dans des élevages de jeunes bovins en lot que l'on appelle couramment des feedlots. Enfin, cette séroprévalence croît avec l'âge, la fréquence d'animaux séropositifs étant la plus faible chez les veaux de moins de 6 mois, augmentant chez les veaux d'environ 1 an, pour atteindre son maximum chez les bovins adultes. Et il est très fréquent dans les enquêtes séro-épidémiologiques d'obtenir une séroprévalence sur les adultes de l'ordre de 90, 95, pratiquement 100%. Un des éléments majeurs en matière d'épidémiologie descriptive, c'est la saisonnalité des infections par le virus respiratoire syncytial bovin. Saisonnalité qui est centrée sur l'hiver, mais qui déborde assez largement sur la période automnale et sur la période printanière. Cette saisonnalité s'explique par des données climatiques, s'explique aussi en relation avec ces données climatiques, avec la grande labilité du virus dans le milieu extérieur lorsqu'il fait chaud, lorsque la température est élevée, lorsque l'humidité est faible, mais s'explique aussi par des raisons qui sont liées à la conduite d'élevage et en particulier par la saisonnalité des mises bas. Sur le plan épidémiologique, il est important de voir quelle est la place du virus respiratoire syncytial dans les troubles respiratoires des bovins. Alors, sur cette diapositive, vous avez des résultats qui ont été obtenus à partir de jeunes veaux, âgés de 15 jours à 4 mois, atteints de troubles respiratoires aigus et d'évolution épidémique. Eh bien, dans ces circonstances, vous pouvez observer que le virus respiratoire syncytial bovin a été mis en évidence dans environ un tiers des cas, donc seul dans 20% des cas et associé dans les 13% restants, ce qui place ce virus respiratoire syncytial au premier rang des infections virales et bactériennes dans ce contexte, je souligne bien dans ce contexte, de veaux âgés de 1 à 4 mois, de 15 jours à 4 mois, et donc lors de troubles respiratoires épidémiques et d'évolution aiguë. Enfin, dernier point concernant ces aspects d'épidémiologie, eh bien, ce sont des études cas témoins qui ont permis d'évaluer le pouvoir pathogène du RS. Et ces études cas témoins ont conclu un lien de causalité fort entre infection par le virus respiratoire syncytial bovin d'un côté et troubles cliniques de l'autre. Ces résultats ont été ultérieurement confirmés par des infections expérimentales. Alors, les infections expérimentales, pendant des décennies, ont donné des résultats assez décevants, c'est-à-dire que l'on n'arrivait pas vraiment à obtenir de signes cliniques patents. Et puis, un certain nombre de modalités ont permis de développer des modèles, et notamment ce que nous avons réalisé
il y a un peu plus d'une dizaine d'années, de développer des modèles donc, qui permettent à l'heure actuelle de reproduire des signes cliniques en conditions expérimentales qui sont tout à fait comparables en termes de gravité avec les signes cliniques que l'on observe dans certains cas d'infection naturelle. Le deuxième volet que je souhaite aborder, c'est un volet consacré à la relation pathogenèse et épidémiologie. Alors le premier élément, c'est que cette infection par le virus respiratoire syncytial bovin est une infection qui est limitée à l'appareil respiratoire. Il n'y a pas de dissémination dans l'organisme. Les seuls éléments, les seuls organes infectés, ce sont les organes de l'appareil respiratoire, cavité nasale, trachée et poumon. Le deuxième élément concerne le fait que ce virus est très fortement associé aux cellules, ce qui signifie qu'en réalité, il y a très peu de virus en position extracellulaire et on comprend la nécessité, sur le plan diagnostique, que je rappellerai tout à l'heure, de récupérer un maximum de cellules de l'appareil respiratoire pour mettre en évidence ce virus. Et on ne peut pas compter simplement sur du liquide qui ne contiendrait pas de cellules, que ce soit du liquide prélevé dans les cavités nasales ou dans les parties plus profondes de l'appareil respiratoire. Alors, compte tenu de cette répartition dans l'organisme, on comprend que les matières virulentes principales sont représentées par les sécrétions respiratoires et notamment par le jetage. La transmission, à partir de là, est une transmission qui est essentiellement directe, par aérosol ou par contact. Mais il ne faut pas négliger la contamination indirecte qui a été parfaitement démontrée dans des contextes hospitaliers et notamment pour le virus respiratoire syncytial humain. Toutefois, cette contamination indirecte est limitée dans le temps. Pourquoi ? Parce que ce virus est très labile dans le milieu extérieur. Les conditions de température et d'humidité ont un fort impact sur sa résistance dans le milieu extérieur et on comprend de ce fait donc que la modalité principale de contamination soit une modalité de contamination directe. Alors dans un élevage, comment ça se passe ? On peut comprendre l'introduction du virus à la suite de l'achat d'animaux par exemple. On peut aussi comprendre l'introduction du virus par des vecteurs en particulier humains, notamment par exemple des mains souillées suite à un contact préalable avec du virus ou par des instruments utilisés pour la contention, par exemple les pinces-mouchettes. Mais on constate d'un point de vue pratique une circulation dans les élevages avec une récurrence des infections. Et cette circulation, cette récurrence des infections n'est pour l'instant, l'origine n'est pour l'instant pas complètement élucidée. Alors on a deux hypothèses principales. La première qui serait l'existence d'un portage chronique. Donc nous avons essayé de démontrer l'existence d'un portage chronique. Nous n'y sommes pas arrivés. On a obtenu quelques restes de virus, si je puis dire, dans des lymphocytes B un peu plus de 2 mois après l'infection, ce qui est relativement long, mais qui s'éloigne assez fortement de situations que l'on connaît avec d'autres virus. Donc ce portage chronique, on ne peut pas l'exclure, mais il est, semble-t-il, en tout cas à l'heure actuelle, avec les éléments dont on dispose, relativement limité. La deuxième hypothèse serait une circulation tout au long de l'année et il a été observé des épisodes récurrents dans des troupeaux fermés, donc dans lesquels il n'y avait apparemment pas d'introduction d'animaux, avec des divergences nucléotidiques qui étaient relativement importantes entre les souches de virus successivement isolées ou détectées. Ce qui avait conduit les auteurs, en particulier les auteurs danois qui étaient à l'origine de ces observations, à conclure sur la forte probabilité d'introduction nouvelle. En réalité, et compte tenu de l'existence de quasi-espèces pour ce virus, on ne peut pas exclure
Et malgré donc cette divergence nucléotidique, on ne peut pas exclure une circulation interne au troupeau sans réintroduction. Donc pour l'instant, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas complètement élucidées sur ces circulations intra-troupeaux et notamment sur ces aspects de récurrence. Donc le deuxième volet que nous allons aborder, c'est celui du diagnostic de l'infection par le VRS, alors que l'on verra en deux étapes, diagnostic sur l'animal vivant, puis diagnostic sur l'animal mort. Donc sur l'animal vivant, que penser des éléments épidémiocliniques? Bien évidemment, la fiabilité est très limitée, même si dans un contexte d'épidémie de troubles respiratoires, avec des signes qui peuvent aller de l'infection inapparente, donc pas de signe clinique, jusqu'à une infection associée à des signes cliniques très graves, avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, eh bien, ces éléments-là peuvent, dans un certain nombre de cas, faire suspecter du virus respiratoire syncytial, mais on ne peut pas affirmer, au simple vu de ces éléments épidémiocliniques, qu'il s'agit de VRSB. Donc il faut, pour le confirmer, rechercher le virus. Et comment rechercher ce virus? Eh bien, il y a deux techniques analytiques principales. La première qui est la détection d'antigènes, alors avec des méthodes variées, souvent des méthodes ELISA, des ELISA de capture, mais il y a également des méthodes immunochromatographiques que l'on peut mettre en place au chevet du bovin, ou peut-être pas au chevet exact du bovin, mais en tout cas dans le cabinet ou dans la clinique vétérinaire. Et puis des techniques qui sont pour l'instant réservées à des laboratoires de diagnostic, qui sont des techniques de PCR quantitative. Et à ce sujet, il faut rappeler que l'utilisation d'un vaccin vivant atténué administré par voie intranasale peut conduire à la détection de virus par des techniques de PCR jusqu'à 14 jours après la vaccination. Donc attention de ne pas prélever des écouvillonnages par écouvillonnage nasal profond, des sécrétions respiratoires dans les 2 semaines qui suivent une vaccination par voie intranasale. Sinon, eh bien, on court le risque d'identifier le virus vaccinal et non pas du virus sauvage. Alors, sur la diapositive, vous pouvez voir qu'il y a marqué isolement, mais avec beaucoup de parenthèses. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'isolement est théoriquement possible, mais la labilité du virus dans le milieu extérieur, que j'évoquais tout à l'heure dans un contexte d'épidémiologie et de transmission, eh bien, cette labilité du virus rend très difficile en pratique l'isolement et l'identification du virus. Donc, 2 techniques essentielles, la détection d'antigènes et la détection d'acides nucléiques par PCR quantitative. Quelques éléments sur le meilleur prélèvement qu'il faudrait réaliser. Eh bien, pour détecter le virus, il y a théoriquement trois étages possibles de prélèvement, l'écouvillonnage nasal profond, l'aspiration transtrachéale et le lavage broncho-alvéolaire. Une étude récente réalisée en Amérique du Nord a montré que lorsque la détection ultérieure était réalisée par PCR quantitative, eh bien, les prélèvements qui concernaient l'étage le plus profond, c'est-à-dire le poumon, soit par aspiration transtrachéale, soit par lavage broncho-alvéolaire, donnaient une plus grande fréquence de résultats positifs que les prélèvements réalisés par écouvillonnage nasal profond, ce qui conduit à privilégier, donc, pour la détection du virus respiratoire syncytial bovin, plutôt des prélèvements de l'appareil respiratoire profond, donc soit par aspiration transtrachéale, soit par lavage broncho-alvéolaire. Toujours sur l'animal vivant, il est également possible de réaliser un diagnostic rétrospectif par sérologie. Ce diagnostic sérologique a été très fréquemment utilisé par le passé, il est encore possible et encore intéressant, mais il souffre d'un certain nombre de limites,
en particulier sur les veaux de moins de 3 mois. Et ces limites sont liées, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, à l'interférence avec les anticorps d'origine colostrale. Revenons quelques diapositives en arrière et rappelons que la fréquence de la séroprévalence chez les adultes est de l'ordre, dans un certain nombre de troupeaux, de 90%. Donc ça signifie que si les veaux ont bu leur colostrum ou ont ingéré leur colostrum de manière convenable, eh bien il y a 90% des veaux qui sont porteurs d'anticorps passifs, donc hérités, issus de la mère. Eh bien ces anticorps passifs, donc ces anticorps colostraux, vont bloquer, lorsqu'ils sont en quantité suffisante, vont bloquer la production notamment d'IgG1, donc d'anticorps actifs, d'isotype IgG1, suite à l'exposition. Alors, ces anticorps ont à la fois un rôle protecteur, incomplet, parce qu'ils ne parviennent pas à bloquer donc l'infection, la réplication virale. Ils ont un rôle protecteur parce que eh bien, leur caractère neutralisant diminue l'expression clinique, mais ce rôle protecteur incomplet s'accompagne aussi d'un blocage de la réponse active, donc en IgG1. Et donc vous comprenez assez aisément à partir de là, eh bien, que ces IgG1 n'apparaissant pas, il n'y aura pas de possibilité ou une possibilité partielle de confirmation de l'exposition des veaux au virus respiratoire syncytial par une technique sérologique. Et ce sera d'autant plus vrai que le veau sera jeune, donc possédant encore un stock d'anticorps colostraux relativement élevé. Et inversement, ce problème, en quelque sorte, va se résoudre, au moins partiellement, au fur et à mesure où le veau va vieillir, tout simplement parce que son stock d'anticorps passifs va diminuer. Alors, la deuxième situation dans laquelle on est amené à rechercher du VRS, eh bien, c'est sur l'animal mort. Là, les lésions sont assez évocatrices. Alors, je crains toujours de dire pathognomoniques ou très évocatrices, mais on peut considérer que ces lésions sont assez évocatrices. Il s'agit d'une pneumonie broncho-interstitielle aiguë et on peut compléter l'observation des lésions par la recherche du virus avec les techniques que l'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire par détection de l'antigène viral ou par PCR quantitative. J'attire simplement votre attention sur le fait que ces pneumonies broncho-interstitielles aiguës, qui se caractérisent par une induration modérée, du mucopus dans les bronches, et donc dans le cas particulier qui sont causés par du VRS, mais qui peuvent aussi être causés par d'autres virus, eh bien, doivent être distingués de bronchites chroniques. Et dans les bronchites chroniques, l'induration est également modérée. La différence majeure porte sur les lésions bronchiques. Ces bronches sont dilatées, contiennent un pus qui est souvent pâteux, crémeux, ce n'est pas du mucopus comme précédemment, et cette bronchite chronique avec ces abcès bronchiques eh bien, sont caractéristiques d'une évolution chronique et sont en réalité provoquées par des bactéries. Alors même s'il y a eu une infection virale initiatrice, mais qui date de plusieurs semaines, plusieurs mois souvent, eh bien la flore au sens large que l'on peut identifier dans le poumon au moment de l'autopsie, c'est une flore qui est bactérienne et non la présence de virus, et en particulier, donc, on ne peut pas mettre en évidence de virus respiratoire syncytial. Donc voici une diapositive qui illustre cette notion de mucopus qui sourd des bronches de petit diamètre avec par opposition eh bien, les lésions que l'on peut observer lors de bronchites chroniques avec cette dilatation bronchique, bronchiectasie, et puis la présence donc de pus crémeux, pâteux, jaunâtre qui se différencie assez nettement du mucopus précédent. Troisième élément, eh bien,
le troisième volet concerne des aspects virologiques et de pathogenèse. Alors, ce virus respiratoire syncytial bovin, c'est un virus que l'on retrouve dans d'autres espèces. Alors, ils sont un petit peu différents, donc on ne leur donne pas exactement le même nom. Il s'agit du VRS-H donc pour humain, du VRS-O pour ovin, et l'on a observé des infections croisées entre ovins et bovins, mais pour l'instant, il n'y a pas de démonstration de passage soit du virus humain vers les bovins, soit du virus bovin vers les humains. Donc on doit considérer que le VRSB n'est pas un agent zoonotique. Par ailleurs, c'est un virus assez pléiomorphe et qui est enveloppé. Son génome est constitué d'ARN non segmenté, monocaténaire, de sens négatif, et qui fait à peu près une quinzaine de kilobases. Les gènes donc, qui sont présents dans ce matériel génétique codent pour 11 protéines virales, 2 protéines non structurales dont on va voir l'intérêt tout à l'heure, enfin très rapidement, donc NS1 non structural, NS1 et NS2, 3 protéines associées à la nucléocapside, donc une nucléoprotéine, une phosphoprotéine et une polymérase L, large polymérase, et 3 protéines de matrice et surtout 3 protéines d'enveloppe, SH pour small hydrophobic, et F pour fusion et G pour glycoprotéine. En effet, cette protéine G est très fortement glycosylée et existe sous 2 formes, une forme ancrée à l'enveloppe et une forme libre. Alors de manière assez schématique, parce que les publications, les recherches sont extrêmement abondantes en matière de VRSB, donc de manière assez schématique, je voudrais vous attirer votre attention sur quelques points de la pathogenèse. Eh bien, ce virus VRSB, de manière analogue d'ailleurs à ce qui est observé pour le VRSH, avec des petites nuances sur certains points de détail, eh bien, a la capacité de à la fois coloniser l'appareil respiratoire, de provoquer une inflammation, mais aussi d'échapper pour partie aux défenses de l'appareil respiratoire. Et depuis plusieurs années, eh bien, il a été identifié les facteurs de virulence qui, par exemple, permettaient cet échappement. Je vous ai dit il y a quelques secondes que ces protéines non structurales eh bien, jouaient un rôle notamment dans l'interaction avec l'immunité innée, puisqu'elle diminue la production d'interférons de type 1. Mais la small hydrophobic protéine a aussi un rôle d'interaction, de diminution de la réponse innée. Et la protéine G, donc la partie soluble de la protéine G, diminue les effets antiviraux du surfactant et joue également un peu le rôle de leurre pour les anticorps neutralisants. Donc le virus a développé un arsenal qui lui permet d'échapper, au moins pour partie évidemment, à la réponse immunitaire et notamment à la réponse innée, mais également pour une petite part à la réponse adaptative. En parallèle, ce virus, qui colonise donc l'appareil respiratoire, a développé un certain nombre de mécanismes qui expliquent en fait les lésions et puis donc qui expliquent à terme les symptômes. Alors, de manière très schématique, ces mécanismes peuvent être distingués en 2 parties. Une action directe qui est liée tout d'abord et de manière très simple à l'action du virus sur l'épithélium. Donc l'infection de l'épithélium bronchique, de l'épithélium alvéolaire, eh bien, provoque une nécrose cellulaire et ce faisant, eh bien, il va y avoir, en tout cas pour ce qui est de l'épithélium bronchique et des premières voies respiratoires, une diminution des mécanismes d'épuration mucociliaire.
En parallèle, le virus infecte les macrophages alvéolaires et donc va perturber cette ligne de défense profonde au sein des alvéoles qui est constituée par les macrophages alvéolaires. Et la protéine F, dont on a évoqué l'existence tout à l'heure, eh bien, joue un rôle en quelque sorte de toxine, si l'on peut dire. Donc on appelle cela une virokine, en provoquant une bronchoconstriction. Donc bronchoconstriction provoquée par F qui vient se surajouter aux bronchoconstrictions médiées par la réaction inflammatoire. À côté de cette action directe, eh bien, il y a une action indirecte qui a fait l'objet de beaucoup de travaux parce qu'on considère qu'elle est immuno-induite et que je vais détailler très rapidement, rassurez-vous, dans quelques instants. Quelques éléments récents ont montré qu'il y avait une explication possible de la moindre gravité sur des très jeunes veaux, c'est-à-dire des veaux de quelques jours, comparativement à des veaux de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Cette moindre gravité donc, serait liée à une moindre production de TNF-alpha, qui est un médiateur inflammatoire. Donc au-delà, il faut le souligner, de ces actions qui sont strictement liées au virus, eh bien, il faut prendre en considération que ce virus, par les perturbations qu'il induit sur les mécanismes de défense de l'appareil respiratoire, eh bien, va favoriser les co-infections. Donc co-infections, qu'elles soient virales ou qu'elles soient bactériennes par des Mallemia hemolytica, par exemple des passerelles ou des Histophilus somni. La deuxième modalité pro-inflammatoire du virus serait médiée donc, par une déviation de la réaction immunitaire. Alors sans rentrer dans le détail de tout cet orchestre, de tout ce contexte cytokinique, de toutes les cellules de l'immunité qui sont impliquées, sur cette diapositive il n'y en a que quelques-unes, il faudrait rajouter les gamma-delta T qui ont fait l'objet de recherches récentes et au demeurant fort intéressantes dans leur rôle de régulation justement de cette réponse adaptative. Eh bien, on se rend compte, si l'on regarde en tout cas le bas de la diapositive, que l'impact final de l'infection va se traduire soit par une activité cytolytique normale, grosso modo, les lymphocytes T cytotoxiques vont jouer leur rôle curatif de l'infection, mais l'infection par le virus respiratoire syncytial, notamment par son action sur la réponse CD4 et en particulier donc des CD4 de type 2, eh bien, va favoriser, provoquer une inflammation avec une hyperréactivité bronchique, inflammation et hyperréactivité bronchique qui vont aisément expliquer à la fois une partie des lésions que l'on a évoquées précédemment, mais aussi une partie des symptômes avec des difficultés, notamment lorsqu'il y a des difficultés respiratoires, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui n'est donc pas lié qu'aux lésions, mais qui également concerne des troubles fonctionnels en fait sur le plan bronchique. Alors d'un point de vue microscopique, eh bien, les lésions que l'on va observer, qui sont ces lésions donc, provoquées par le virus, sont des lésions donc, à la fois inflammatoires, mais aussi des lésions de nécrose des épithéliums, avec de la bronchite, lésion qui est assez caractéristique de l'infection par le virus respiratoire syncytial, notamment donc, dans l'espèce bovine, eh bien, ces fausses membranes qui tapissent l'intérieur des alvéoles et qui correspondent à de l'exsudation, mais aussi à la nécrose des pneumocytes. Et sur la diapo en haut à droite, vous pouvez voir en fait la localisation du virus qui a été marquée en immunohistochimie
et qui donc borde le trajet d'une bronche. D'où les lésions macroscopiques que l'on avait déjà évoquées dans le diagnostic tout à l'heure, c'est-à-dire cette pneumonie broncho-interstitielle, souvent avec un emphysème qui est très marqué, notamment dans les lobes caudaux, et qui attire l'attention, en sachant que cet emphysème n'a rien de spécifique, il est simplement associé aux lésions bronchiques qui pourraient être provoquées par n'importe quelle infection virale ou bactérienne, et que l'élément le plus intéressant sur le plan du diagnostic, eh bien, ce sont ces lésions d'induration modérée et ces lésions de bronchite aiguë, donc avec mucopus. Dans la série, dans les conséquences concernant le virus, eh bien, il nous faut envisager quelques éléments donc, sur l'évolution et la variabilité de ce virus. Alors, il y a une divergence nucléotidique qui varie du virus humain au virus bovin et qui varie également en fonction de la protéine que l'on considère. Et vous voyez que le maximum de divergence est observé en fait pour cette glycoprotéine G, à un moindre degré pour la glycoprotéine F et de façon beaucoup plus réduite donc pour la protéine de nucléocapside, donc pour la protéine N. Donc ces éléments de variabilité nucléotidique ont été utilisés pour comprendre l'évolution du VRS, permettent également de comprendre qu'il y a une adaptation à l'hôte, notamment en lien avec les divergences que l'on observe sur G, sur SH et sur la protéine non structurale NS1. Pour ce qui est de l'évolution du VRS, si l'on en revient à des aspects qui sont pratiques en termes de protection vaccinale en particulier, eh bien, les conséquences en termes de protection croisée sont mal connues. Donc la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle est la suivante. Il y a une variabilité du virus, il y a une évolution, il y a des divergences au sein même du virus respiratoire syncytial bovin. Nous l'avons démontré il y a maintenant pratiquement 20 ans. Mais l'impact pratique en termes d'efficacité n'est cependant pas démontré. En revanche, c'est une notion qu'il faut garder en tête, en particulier en cas d'échec de la vaccination, parce qu'une des explications, pas la seule, mais une des explications pourrait être un défaut de protection croisée. Alors, ce qui avait été démontré il y a une vingtaine d'années, eh bien, c'était le rôle de la vaccination sur l'évolution du VRS. Donc, c'est un graphique un petit peu complexe, mais qui conduit à la conclusion suivante, c'est que les pays qui utilisaient la vaccination de manière très extensive, eh bien, voyaient leur souche de VRS évoluer beaucoup plus que les pays dans lesquels les vaccins vis-à-vis du virus respiratoire syncytial n'étaient pas autorisés, en particulier les pays scandinaves. Donc au terme de cette présentation, on peut se hasarder à quelques conclusions. La première, notamment dans le domaine de la pathologie comparée, eh bien, c'est de souligner l'importance du veau comme modèle des infections par le virus respiratoire syncytial, et notamment vis-à-vis du virus respiratoire syncytial humain. La deuxième conclusion, c'est de souligner également l'importance d'extrapoler avec prudence les résultats que l'on obtient dans d'autres espèces, et notamment d'être extrêmement attentif à ne pas utiliser sans esprit critique et sans vérification
toutes les données obtenues sur des modèles murins, parce que je ne l'ai pas développé, mais ce pourrait faire l'objet d'une présentation ultérieure. Le modèle murin a certes beaucoup d'avantages, mais se révèle quelque peu différent et d'un intérêt modéré pour comprendre la situation des infections donc, par le virus respiratoire syncytial bovin. Par ailleurs, eh bien, il y a eu de très grands progrès en matière de vaccination en période néonatale et un certain nombre de vaccins actuels donc, qui ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché s'avèrent d'une efficacité et d'une innocuité chez les bovins parfaitement intéressantes et d'autres vaccins sont développés ou pourraient être développés, notamment en utilisant des adjuvants particuliers ou bien en utilisant des souches vaccinales délétées donc en protéines NS ou donc non structurales ou en utilisant des vaccins sous-unitaires. Je vous remercie de votre attention.